Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant que celle-ci ne commence, j'aimerais vous dire que j'ai beaucoup hésité à transformer cette vidéo en une sorte de petit documentaire où je vais chercher des témoignages, des renseignements comme ça par moi-même. Et pour plusieurs raisons, je me suis ravisé, notamment parce que je ne voulais pas donner un côté larmoyant aux personnes qui sont interviewées. Quand ça parle voilà de pauvreté, tout ça, généralement c'est un petit peu avec la musique triste et tout. Je voulais pas ça. Et aussi tout simplement parce qu'on m'a refoulé lorsque j'ai demandé des interviews à des responsables qui s'occupaient des sans-abri au Japon. Quoi qu'il en soit, il est temps pour moi de vous parler de la pauvreté au Japon, et si vous pensez qu'il n'y en a pas ou que c'est anecdotique, voilà, vous êtes au bon endroit pour changer d'avis. Déjà, il faut que je commence par vous dire que oui, au Japon, la pauvreté, ça existe. Les gens ont peut-être l'image du pays futuriste où tout le monde travaille, tout le monde a sa place. Oui, mais ça n'empêche pas les inégalités et la pauvreté d'exister. Et là, ça va être important de dissocier deux types de pauvreté. La pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté absolue, c'est lorsqu'on a des conditions difficiles pour maintenir un niveau de vie. Tandis que la pauvreté relative, c'est lorsque le niveau de vie est inférieur à la culture du pays. Et clairement, au Japon, on est dans le second cas. Après, je vous avoue que dans ma tête, historiquement, le Japon, ce n'est pas un pays ultra prospère. J'ai des images en tête de paysans qui travaillent vraiment très dur pour pas grand chose et un niveau de vie qui s'élève vraiment très lentement. Clairement, pendant toute la période entre guillemets du Moyen-Âge au Japon, ça a pas évolué beaucoup quoi. En fait, c'est vraiment le miracle économique de la seconde moitié du XXe siècle qui a formé le Japon qu'on connaît aujourd'hui. Et pour vous situer grossièrement où se trouve le Japon aujourd'hui en termes de pauvreté relative, il faut que je vous parle du calcul de taux de pauvreté. Le taux de pauvreté correspond à une proportion de la population qui vit avec un revenu disponible inférieur au seuil de pauvreté. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai découvert que le seuil de pauvreté, il est calculé même pas de la même manière en fonction de tous les pays. Donc du coup, il va falloir juste faire confiance. Ici, on va considérer comme pauvres les ménages qui disposent de moins de la moitié du salaire médian japonais. Et grosse surprise, le Japon est à 16,1% en 2013, contre par exemple en France en 2015, 14,2%. Et ouais, le Japon est plus pauvre que la France, ou tout du moins son taux de pauvreté est plus élevé. Mais c'est vrai que pourtant, quand on se balade juste en touriste à travers l'archipel, on ne voit jamais de SDF. Et justement, à force de ne pas les remarquer, eh bien ça intrigue. Je parle du fait que voilà, quand on est touriste, on ne croise jamais, voire quasiment jamais de SDF au Japon, et du coup, je vous jure, j'ai déjà reçu des messages du style « Mais Louis, au fait, où sont les SDF? Est-ce qu'il y en a juste au Japon ?» La réponse est que vous en avez probablement vu, mais vous ne saviez pas que c'était des SDF. Sans domicile fixe. En France, on a souvent l'habitude de ne pas faire de distinction entre les sans domicile fixe et les sans-abri. Mais au Japon, c'est très important de la faire. Parce que des sans domicile fixe à proprement parler, au Japon, il y en a mais énormément. Je pense à tous ceux qui dorment dans des manga cafés ou dans des hôtels très peu chers comme des doya. En fait, ces gens-là, ils ont un travail pour la plupart. Ils travaillent comme n'importe quel salariman et c'est juste que le soir, ils rentrent, ils n'ont pas de chez eux attitré. C'est généralement des hommes qui quittent leur campagne pour venir travailler à la capitale et ils n'ont pas encore assez de fonds nécessaires pour louer un appartement. Les images que vous voyez ici, c'est le quartier à Tokyo qui s'appelle Sanya. Beaucoup de Japonais ignorent l'existence de ces quartiers et ceux qui les connaissent en ont une image des bas-fonds de la société. Dans les années 60, c'était un quartier très réputé pour loger les ouvriers fraîchement arrivés à Tokyo depuis les campagnes du Japon. Après, il était aussi connu pour la grosse castagne. Selon les dires de ce monsieur, chaque gang d'ouvriers avait son domaine et tu pouvais te faire casser la gueule juste pour avoir traversé la rue. Après, aujourd'hui, ça a changé et le quartier accueille des personnes qui ont juste pas beaucoup de budget. Il y a beaucoup d'endroits où passer la nuit pour très peu cher, autour de 15 € la nuit, et ça attire les jeunes, les vieux, mais aussi les touristes qui veulent économiser un maximum. Pour en revenir au sans domicile fixe, au Japon en 2018, on estimait qu'il y avait 15 000 personnes qui dormaient régulièrement dans des manga cafés. Et rien qu'à Tokyo, il y en a 4000 tous les jours. Du coup, dans la vie de tous les jours, c'est absolument impossible de savoir en les croisant dans la rue si, ils ont un domicile ou pas. Ils peuvent se toucher, ils ont une hygiène de vie, ils ont un travail, c'est juste que voilà, le soir, ils n'ont pas d'endroit attitré où dormir. Mais donc ça, c'est pour des gens qui ont encore un travail, qui ont encore quelques revenus, voilà, qui peuvent s'acheter des choses, mais la situation peut être bien pire. Les sans-abri. Oh oui, eux aussi il y en a, c'est juste qu'on ne les voit absolument pas dans les quartiers à forte affluence ou dans les quartiers connus, j'ai envie de dire. En fait, lorsqu'on est touriste au Japon, on se rend pas compte qu'il y en a parce que tout simplement ils ne se comportent pas de la même manière qu'en France par exemple. Jamais vous verrez un SDF japonais faire la manche ou jouer d'un instrument par exemple dans le métro, c'est impensable. Même quand on voit des beatboxers à Shibuya, c'est pour se faire connaître en donnant une carte de visite, pas pour récupérer quelques sous.
Et en fait, si les sans-abri au Japon ne font pas la manche, c'est parce que les Japonais en fait ne donneraient rien. L'aumône aux pauvres, en fait, faut comprendre que c'est un concept qui vient du christianisme, et au Japon, le christianisme c'est pas trop la religion principale, et donc du coup, ce concept même n'est pas du tout dans les mœurs. Et d'ailleurs, même quand tu vois le comportement des Japonais à l'égard des SDF, eh bien c'est vraiment de l'ignorance, voire même du mépris. Et la seconde raison pour laquelle les sans-abri au Japon ne font pas la manche, c'est parce qu'ils pourraient se faire dénoncer et se faire arrêter par la police. Dans cette vidéo d'Asian Boss, le monsieur explique que les gens pourraient le dénoncer à la police en disant qu'il les a menacés pour de l'argent. Ça vous donne quand même une image des Japonais qui sont vraiment pas tendres envers les sans-abri, hein. Mais c'est le cas, c'est le cas. Mais alors s'ils ne peuvent pas faire la manche, quels sont leurs moyens pour gagner un tout petit peu d'argent? En récoltant des canettes et en les écrasant, on peut échanger ça chez des entreprises de recyclage pour obtenir quelques sous. Ça marche aussi pour les cartons, les journaux et aussi les câbles électriques d'ailleurs. Et 10 kilos de marchandises comme ça, c'est 950 yens. Faut vraiment un sacré paquet de matos pour avoir un peu d'argent. D'autant plus que ça devient aussi une source de problème parce que des gangs se forment en fait chez les sans-abri et il y a des luttes de territoire. Autre moyen pour gagner de l'argent, c'est répondre à des sondages. Je connaissais pas du tout cette technique là, mais ce monsieur a dit qu'il faisait ça pour avoir quelques sous, et c'est vraiment pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Pour ce qui est de la nourriture, il y a certaines associations qui donnent gratuitement de la nourriture voilà, régulièrement aux sans-abri, et ce qui est vraiment assez triste, c'est de voir que certains sans-abri ont carrément un carnet de notes pour savoir quelle association donne de la nourriture quel jour, à quel endroit, et donc du coup en fait ils ont tout un planning de déplacement pour savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver de la nourriture gratuitement. Mais je constate quand même que pour avoir des repas gratuits, il faut souvent marcher plusieurs kilomètres par jour à travers la capitale. Par exemple pour ce monsieur, encore une fois, il marche quotidiennement 20 km. C'est là aussi où on se rend compte un peu de la superficie d'une ville comme Tokyo, qui fait quand même 6 fois celle de Paris. Où sont ces personnes sans abri? Ils sont dans des parcs, au bord des rivières, dans des gares, dans certaines rues. En fait, surtout dans des parcs parce qu'ils peuvent dormir là-bas, et en plus il y a des salles d'eau comme des toilettes publiques ou alors même des douches parfois. Mais il faut quand même comprendre que ces personnes-là dorment extrêmement peu. On parle quand même de 2 heures par nuit, 3 heures, c'est vraiment rien du tout. Ils dorment sur des cartons ou dans des tas de cartons qui sont parfois surprenamment bien organisés. Mais un lieu bien connu qui regroupe énormément de sans-abri, c'est le quartier de Kamasagaki, à Osaka. En dessous de la voie ferrée, on peut voir beaucoup de tentes bleues avec des bâches comme ça, et vraiment ces bâches bleues, c'est caractéristique des sans-abri. Des associations qui s'occupent des sans-abri, et bien sûr il y en a au Japon, voilà, elles sont souvent situées à Sanya pour essayer de réinsérer ces personnes dans la vie active. En fait c'est pas tant professionnellement que surtout socialement avec le dialogue. Parfois ils tombent sur des personnes qui n'ont pas communiqué avec un autre être humain depuis plusieurs décennies. Vous imaginez la difficulté que tu dois avoir à entretenir une conversation. D'autant plus que la vie dans la rue amène souvent quelques vices comme le tabac, l'alcool, l'addiction au jeu. Et tout ça il faut le combattre avant de revenir correctement dans la société. Et j'avais vu une petite rumeur en fait au Japon, c'est que au bout de 5 ans, tes dettes elles sont remises à zéro au Japon. Apparemment, je sais pas si c'est 5 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça, mais ce qui fait que parfois il y a des personnes qui sont ultra endettées auprès d'une banque ou surtout d'une banque en fait, et qui deviennent en fait SDF à durée limitée. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils pendant 10 ans, pendant 5 ans, ils doivent sortir du système pour pouvoir avoir l'ardoise à zéro et revenir un peu plus tard pour être tranquille. Parce qu'ils savent qu'ils pourront jamais rembourser ce qu'ils ont emprunté. Je savais pas, je connaissais pas ce concept, mais apparemment ça existe. Tu peux éviter le fisc au Japon en disparaissant du système pendant plusieurs années. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des gens qui diraient qu'il y a des sans-abri qui sont sans-abri de manière forcée et à durée limitée. Mais encore une fois voilà, info à prendre avec des pincettes parce que c'était un peu rumeur, tout ça, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de sans-abri qu'il y a quelques années au Japon. Leur nombre est passé de 25 296 en 2003 à 7 508 en 2014. Ce progrès est en grande partie dû à la promulgation d'une loi en 2002. C'est une loi qui a mis en place une aide à l'autosuffisance des personnes sans abri au Japon, et elle était prévue pour durer 10 ans, mais elle a été prolongée de quelques années. Des logements ont été créés et la situation s'améliore. Mais ça ne va pas durer. Avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, en 2019, le Japon a commencé à, disons, faire le ménage, en virant notamment les sans-abri des parcs où ils résidaient. Je suis tout à fait d'accord, c'est triste, mais croyez-moi, par rapport à ce qui va suivre, ce n'est qu'une goutte d'eau. Parce que ce qui va réellement augmenter de manière drastique le nombre de sans-abri au Japon, c'est la crise sanitaire. Conséquence de la pandémie chez les personnes pauvres au Japon. Au Japon, c'est un véritable phénomène de société qui est en train de se produire avec la pandémie. Cette dernière, en limitant les commerces, en fait, a fait augmenter le chômage de fou, et en plus, a fait baisser le salaire en fait des travailleurs pauvres. En gros, ceux qui s'en sortaient à peine avant la Covid ne s'en sortent plus.
Qu'est-ce que c'est bizarre de dire la Covid, hein, vraiment. On pourrait pas dire que c'est le là pour la Covid, enfin comme ça tout le monde est bien, tu vois. Par exemple, les 15 000 personnes dont je vous parlais qui logeaient régulièrement dans les mangas cafés, eh bien on a dû les mettre dehors. Tout simplement parce qu'il a fallu fermer ces mangas cafés et donc du coup du jour au lendemain on leur a dit, eh bien vous n'avez plus d'endroit où dormir. Ah, je vous jure que ça pose problème. Ça a posé un gros problème, vous imaginez bien, parce qu'avec une augmentation dans le temps, voilà, progressive, les associations, elles peuvent tanker. Mais là, avec une augmentation d'un coup de 15 000 personnes, c'est pas possible, c'est pas gérable. Bien sûr, avec tous les appels qu'elles reçoivent, elles essayent de faire au mieux, mais c'est juste trop. De même, les organismes qui donnaient régulièrement de la nourriture gratuitement aux sans-abri se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui demandaient de la nourriture. On est quand même sur une augmentation de près de 100% depuis le corona. Dis donc. Mais tout ça, ça n'affecte pas uniquement les sans-abri ou les sans-domicile fixe, ça affecte aussi toute la classe pauvre en fait. Et par classe pauvre, en fait, c'est souvent les personnes qui travaillaient et qui vivaient uniquement de baito. Pour donner un peu de chiffres, 10 millions de personnes au Japon vivent avec l'équivalent de moins de 16 000 € par an. Je vous rappelle que j'ai fait quand même une vidéo sur le coût de la vie au Japon, et on a bien vu que c'était relativement pareil. Il y a des différences sur certains points, mais au final, ça se compense pas mal. C'est même un peu plus cher au Japon. Et avec un demi-million de personnes qui ont perdu leur emploi ces 6 derniers mois, c'est vraiment toute la classe moyenne qui s'effondre. Et justement, on va parler un petit peu de l'emploi au Japon. On entend souvent dire qu'au Japon, c'est le plein emploi, voilà, tout le monde travaille, et c'était relativement vrai. Il y avait un taux de chômage inférieur à 3% et avec la crise, voilà, il est passé un petit peu au-dessus, mais globalement, tout le monde travaille. On disait des SDF que justement, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Et c'est assez choquant de voir que même les émissions japonaises, eh bien, elles vont dans ce sens-là. Elles montrent, voilà, que pour certains sans-abri, ils ne souhaitent tout simplement pas travailler. Forcément, il doit y en avoir, mais ça doit pas être du tout la majorité. Mais maintenant, avec le corona et la crise, c'est plus du tout la même chose. On peut plus tenir ce genre de discours, c'est plus possible. Les petits travails sont très compliqués à trouver et les personnes qui étaient dans une situation précaire se retrouvent dans une situation bien pire qu'avant. Ça touche en premier les personnes âgées qui avaient peut-être un petit baito pour compenser leur retraite. Et comme je vous l'avais déjà raconté, ils finissent par commettre de petits crimes pour pouvoir aller en prison, là où ils pourront rompre avec la solitude et avoir à manger de manière décente. Mais cette crise du travail, ça affecte aussi beaucoup les femmes. Au Japon, beaucoup de femmes sont concernées par des emplois précaires et donc du coup se sont retrouvées dans une situation critique en perdant leur travail, et ça amène à l'isolement, à des idées noires, et parfois, on commet le pire. Tout de suite. Alors que le nombre de suicides au Japon en 2019 avait atteint un taux historiquement bas et avait continué de baisser au premier semestre 2020, eh bien à partir de juillet, il est reparti à la hausse. Rien que chez les femmes, le taux a augmenté de 37% en 2020. C'est énorme. Et encore plus triste, avec la fermeture des écoles durant la seconde vague de l'épidémie au Japon, il y a eu une augmentation chez les enfants de 49%. Et du coup, le gouvernement, en réaction à tout ça, a essayé de donner au fait de l'argent et a donné les fameuses 100 000 yens à tout résident au Japon. On pourrait se dire quand même en France que c'est une mesure un peu bizarre, parce que donner à tout le monde comme ça, à tous les résidents au Japon, forcément on va se retrouver à donner de l'argent à des personnes qui n'en ont absolument pas besoin et qui sont très aisées financièrement. Mais en fait au Japon, c'est cohérent. Tout simplement parce que les foyers dans le besoin ont une fierté de ne pas demander d'allocation. Oui, je vous jure, il y a une sorte de fierté de ne pas admettre qu'on a besoin des allocations, de ne pas aller chercher ces allocations, et donc du coup, il faut vraiment qu'elles viennent pour tout le monde pour en bénéficier. Et du coup, ça paraît logique de devoir donner à tout le monde pour ne pas savoir qui en avait réellement besoin. La pauvreté chez l'enfant. C'est un gros sujet qui atteint le Japon en ce moment, c'est la classe moyenne qui est atteinte par la pauvreté et du coup qui se répercute sur les enfants. Depuis 40 ans, le salaire moyen japonais n'a fait que baisser et donc certains ménages japonais n'arrivent pas à soutenir les dépenses des enfants. Et ça fait que les enfants ne peuvent plus compter sur leurs parents pour leurs études. Et c'est quelque chose qui se faisait pourtant beaucoup jusqu'alors. La plupart du temps, lorsque vous avez un étudiant qui a un baito, c'est plus pour avoir de l'argent de poche que pour rembourser ses études. Ça peut se faire, mais c'est plus rare. En fait, il y a 30 ans, même le salaire des baito était beaucoup plus élevé que celui d'aujourd'hui, et ça fait qu'en fait, à l'époque, c'était possible de financer ses études avec juste un baito. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et ça, malheureusement, les gens qui gouvernent le Japon, qui viennent justement de la génération où ils étaient bien payés, ont du mal à comprendre que non, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus de la même manière. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi un nouveau phénomène qui atteint le Japon qui n'avait pas à gérer il y a quelques années, c'est en fait l'apparition de familles monoparentales. Et forcément, lorsqu'on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose que parfois certains foyers à deux n'arrivent pas à faire. Ici, sur ce graphique, on voit que les pourcentages d'enfants déclarant avoir manqué de nourriture, souvent, ou à certains moments, explosent pour les familles monoparentales. On est quand même à 36% qui disent avoir manqué parfois ou même souvent de nourriture. C'est énorme. Forcément, une malnutrition entraîne des retards de développement chez l'enfant et des complications pour les études. Et encore une fois, ça creuse les inégalités. Et en parlant d'inégalités, on va changer de sujet pour s'attaquer au fait aux personnes qui ont été diagnostiquées avec une maladie mentale. Parce qu'au Japon, on retrouve beaucoup de personnes qui ont ces caractéristiques chez les personnes sans abri.
maladie mentale. If you look at statistics in Japan, you're much more likely to be put away in an institution if you have a mental health problem. Ce spécialiste nous explique que les personnes atteintes de maladies mentales sont souvent mises à l'écart de la société dans des établissements dédiés. Mais depuis quelques temps, une mesure a été prise pour, voilà, un peu abolir ce genre d'établissement et faire en sorte que ces personnes-là puissent se mêler à la société. Je trouve que ça part d'un bon principe, mais dans les faits, le suivi médical n'était pas suffisant et donc du coup ces personnes ont été littéralement abandonnées. Ils se sont vite retrouvés sans abri et ce phénomène on l'observe dans beaucoup de pays développés. Pour le coup, ça, ce n'est pas que le Japon, ça se passe vraiment partout dans le monde, dans les pays développés. Après, c'est pas non plus la première fois au Japon qu'on remarque qu'un individu qui est un petit peu en dehors de la norme se fait éjecter du groupe. C'est un peu la classique japonaise, j'ai envie de dire. Mais après tous ces chiffres et ces informations que je vous ai données, le mieux pour tout récapituler, ce serait d'avoir une situation concrète. Et pour ça, je vous propose l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Meru. L'histoire de Meru. Meru est une femme de 25 ans qui est sans abri. Actuellement, cela fait 3 ans qu'elle est sans domicile fixe, mais depuis qu'elle était toute petite, elle se faisait souvent chasser de chez elle. Elle avait beau dire et rapporter à la police ses problèmes, eh bien, une fois ses parents au commissariat, ils faisaient mine de ne rien savoir en étant en mode « Oh mais elle était partie, on s'inquiétait pour elle !» Et doko itte non? On est d'accord pour dire que c'est un comportement d'enfoiré. Le gros souci, c'est que plus récemment, elle s'est fait jeter à la rue par son père, et donc du coup, elle se retrouve sans domicile. Et pour ajouter un problème, il ne lui a pas donné sa carte d'identité et elle se retrouve coincée en fait. Elle a beau essayer de la faire refaire, l'administration l'en empêche en disant qu'elle n'est pas responsable de la mésentente entre elle et son père. Et depuis lors, elle est totalement bloquée, elle ne peut pas aller récupérer sa carte d'identité chez son père et elle ne peut pas travailler sans cette carte d'identité. Et la grosse explication du rejet de ses parents, c'est parce qu'elle a été diagnostiquée avec une maladie mentale. Rien de très grave, mais suffisant pour ses parents pour la traiter de la sorte. Je pense sincèrement que lorsqu'elle était petite, ses parents espéraient en fait en la chassant dehors qu'elle ait un accident quoi, je pense. Sa maladie en somme ça la rend un peu bizarre mais on le remarque vraiment à peine et peut-être ça la rend aussi un peu maladroite parce qu'elle a tendance à beaucoup perdre ses baïtos. Et je vous avoue je n'aime pas du tout donner un côté larmoyant, la pitié, tout ça dans ce genre de témoignage et ce qui est bien c'est qu'elle n'a pas du tout, mais alors du tout cette vibe là. Même sans comprendre le japonais, je pense que vous le voyez chez elle, c'est assez impressionnant, elle trouve toujours la force de garder le sourire. Même quand elle annonce qu'elle dort que 2 heures par nuit ou qu'elle mange vraiment que parfois quelques bananes, vraiment elle le dit avec le sourire. Cette brave jeune femme a ouvert une chaîne YouTube pour parler un petit peu de sa situation et aussi un crowdfunding qui a été créé pour justement la sortir du pétrin tout ça et elle a récupéré les sous et justement je l'ai vu dire dans une autre vidéo qu'elle va bien utiliser sagement ces sous là et qu'elle essaie pour l'instant de trouver une chambre. Ce qui est le plus malheureux c'est qu'elle le dit elle-même en fait, son cas n'est vraiment pas isolé. Il existe de nombreuses personnes comme elle qui sont des sans-abri cachés dans la société japonaise. Conclusion. En conclusion, je dirais que le taux de chômage extrêmement bas au Japon n'est vraiment qu'un cache-misère. Ça ne représente absolument pas la situation des ménages les plus pauvres au Japon qui sont assez nombreux en fait. Et pareil pour les sans-abri au Japon, il y en a, même s'ils ne se comportent pas de la même manière qu'en France, il y en a énormément. Et en plus avec le corona, je vous avoue, ça n'arrange rien. La pauvreté touche de plein fouet les personnes qui étaient déjà en situation précaire comme les étudiants, les familles monoparentales ou encore les personnes âgées. J'espère également qu'il y aura des gens comme Meru qui pourront s'en sortir et venir à leur tour en aide aux personnes en détresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'avec un sujet un peu plus lourd, celle-ci vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.